Bonjour chers étudiants, et donc re-bienvenue dans ce nouveau module sur les intégrales et les primitives. Et pour commencer, nous allons considérer l'aire sous une courbe. Donc vous voyez ici l'axe des Y, l'axe des X dans un repère au IJ qui n'est pas forcément orthonormé, donc il est orthogonal mais pas normé. Donc on peut considérer ici, basé sur l'unité selon l'axe X et l'axe Y, une unité d'aire qui est représentée par le petit rectangle là. Et on peut se poser la question de savoir quelle est l'aire qui est sous la courbe ici, entre la courbe, les droites verticales qui passent par A et par B, et l'axe des X. Donc on voudrait savoir quelle est l'aire qui est là. Eh bien la réponse elle est donnée justement par ce module concernant le calcul intégral. C'est-à-dire que si f, ici, si la fonction est une fonction continue et positive sur un intervalle AB, et CF est sa courbe représentative, eh bien, la mesure de l'aire en unité d'aire, qui est représentée par le petit rectangle, sous la courbe CF entre les abscisses A et B, est donnée par l'intégrale, ce qu'on appelle l'intégrale de A à B de f de t dt. Alors, on a pris ici comme variable t, on aurait pu prendre x, et donc ça aurait été l'intégrale de A à B de f de x dx, dépendant de si la fonction, qui est représentée sur l'axe y, dont les images sont sur l'axe y, dépend de x ou de t, qui est représenté sur l'axe des x. Ok? Donc c'est un des objectifs du module qui s'ensuit, c'est de calculer ainsi des aires sous une courbe grâce au calcul intégral. Voilà. Alors pour faire ça, il faut commencer par les primitives, et donc je vous rappelle maintenant tout ce qui concerne ce calcul des primitives. Donc théorème fondamental, soit une fonction f continue et positive sur un intervalle AB, la fonction grand F définie par grand F de x, c'est l'intégrale de 0 à x de f de t dt, est dérivable sur l'intervalle AB, et sa dérivée, la dérivée de grand F, c'est f. D'accord? Voilà. Et bien dans ce cas, on dit que grand F de x est la primitive de petit f de x. Donc grand F de x est la primitive de petit f de x si la dérivée de grand F égale petit f. Et donc ça s'écrit aussi que f de x, c'est cette intégrale-là, ou cette primitive-là. Ok? Alors, f est une primitive de f sur un intervalle i, si f est dérivable, et si, quel que soit x appartenant à l'intervalle, on a que sa dérivée est égale à la fonction f. Si f0 est une primitive de la fonction f sur un intervalle i, alors toutes les primitives de f sur i sont de la forme f de x est égal à f0 de x plus c, où c est une constante réelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Quand vous calculez les primitives d'une fonction, il y en a en fait une infinité si vous ne fixez pas des conditions. D'accord? Parce que lorsqu'on redérive ceci, la dérivée de f' sera bien égale à la dérivée de f'0, et c va disparaître. D'accord? Donc lorsque vous prenez la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Donc lorsque vous faites la procédure inverse, qui est de prendre la primitive, il ne faut pas oublier de réintroduire une constante arbitraire. Sauf si vous avez donné des conditions qui spécifient cette constante arbitraire. Et dans ce cas-là, si vous si vous donnez spécifiquement la contrainte, eh bien il existera une unique primitive, grand F de petit f, sur un intervalle i, tel que pour les réels x0, y0, on a f de x0 égale y0. Ça, c'est la contrainte qu'on applique sur la fonction primitive, et donc ça fixe la constante c. Alors, toute fonction continue sur un intervalle i admet des primitives. Ça, c'est une propriété. Enfin, si f est une primitive quelconque d'une fonction f continue sur un intervalle i, alors pour tout réel a et b de i, on a que l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est la primitive f de x de la fonction petit f de x prise entre a et b, ce qui veut dire que c'est f de b moins f de a. Donc on remplace l'argument x d'abord par b, et puis on soustrait la valeur de la primitive lorsque x vaut a.
Alors voici déjà maintenant quelques calculs de primitives pour des fonctions que l'on connaît bien. Donc si la fonction est la fonction constante f de x égale k, sa primitive f de x égale kx, on pourrait mettre plus c partout, plus une certaine constante, puisque c'est toujours valide. Et l'intervalle de définition, c'est r. Alors vous pouvez évidemment vérifier chacune des lignes ici en procédant de façon inverse. Donc vous partez de la primitive, vous dérivez, et vous devez revenir sur la fonction de départ. Alors la primitive de la fonction f de x égale x, c'est grand f de x égale x carré sur 2, définie aussi sur les réels. La primitive de x exposant n, c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1, définie sur R. La primitive de 1 sur x, c'est ln de la valeur absolue de x. Cette fois-ci, c'est défini soit sur les réels strictement positifs ou les réels strictement négatifs. D'accord? Où est définie la fonction f de x elle-même. On continue. Si je prends comme fonction 1 sur x exposant n, où n est différent de 1, parce que ça se ramènerait au cas précédent, eh bien la primitive, c'est moins 1 sur n-1 fois x exposant n-1, avec de nouveau l'intervalle de définition qui est l'ensemble des réels strictement positifs ou l'ensemble des réels strictement négatifs. Enfin, si la fonction de départ est 1 sur racine de x, la primitive c'est 2 fois racine de x, définie sur les réels positifs sauf 0, donc les réels strictement positifs. Si la fonction est égale à sinus x, la primitive est égale à moins cosinus x. C'est défini sur l'ensemble des réels. Donc ça, on l'a vu juste dans le module précédent. Donc si vous reprenez la dérivée d'une fonction cosinus, c'est moins le sinus. Donc moins le sinus, ça donne bien le sinus ici. La primitive de la fonction cosinus x, c'est sinus x, définie sur l'ensemble des réels. Et enfin, la primitive de la fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle elle-même, définie sur l'ensemble des réels. Donc voilà un ensemble de primitives fondamentales. Après, on peut aussi faire du calcul sur les sommes, produits, etc. Et c'est ce qu'on va voir là maintenant. Donc la primitive d'une somme, si je prends la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Alors remarquez que je devrais mettre intégrale de, ou primitive de u plus v dx, est égal à primitive de u dx plus primitive de v dx. Ici, par simplicité, on a, entre guillemets, oublié le dx. Mais il est là, implicitement il est là. Alors, primitive du produit par un réel. Mais si je fais la primitive de k fois u, c'est k fois la primitive de u. D'accord? Donc si j'ai une constante qui multiplie une fonction, et que je prends la primitive, la constante multiplie la primitive. Primitive de u' fois un. La primitive de u' fois un, c'est u exposant n plus 1 sur n plus 1. Si on fait maintenant la primitive de u' sur u, ce sera ln de valeur absolue de u. La primitive de u' sur un, si n est différent de 1, ce sera moins 1 sur n-1 fois u exposant n-1. Vous voyez les similitudes avec la fonction qui était là plus haut. Simplement, là, c'était x. Ici, c'est une fonction u. Donc, on doit avoir, pour pouvoir faire la primitive, on doit avoir sa dérivée qui est présente également. Alors, la primitive de u' sur racine carrée de u, c'est 2 fois la racine carrée de u. La primitive de u' fois e exposant u, c'est e exposant u. D'accord? De nouveau, pareil que là. Sauf que pour pouvoir primitiver, il faut que la dérivée de la fonction qui est en exponentielle, régulièrement là, soit là. Alors la primitive de u exposant de u de ax plus b, ce sera 1 sur a fois u de ax plus b. Voilà, donc ça c'est un certain nombre de règles qui vont s'appliquer tout le temps. Comme ici, le calcul des primitives particulières est toujours vrai. Alors, comme d'habitude, évidemment, ces rappels sont rapides. Donc, c'est vraiment pour vous pouvoir faire vos fiches, pour vous rappeler des choses la veille d'un test ou la veille de ce fameux bac qui se prépare, qui se dessine à l'horizon. D'accord? Donc, ce n'est pas du tout un cours explicatif. Donc, servez-vous de ces rappels pour établir vos fiches. Et puis, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, soit vous me le demandez,
soit vous retournez voir un petit peu ce qui se passe dans vos notes de cours. Alors, comment rechercher une primitive? Eh bien, pour les fonctions usuelles, on va utiliser directement les formules. On va les appliquer et on trouvera la solution directement. Pour les autres fonctions, il faut d'abord identifier la forme qui ressemble le plus à la fonction. Si on a la forme exacte, on utilise directement la formule correspondante. Dans le cas contraire, on écrit la forme exacte qu'il faudrait pour la fonction f et on rectifie en multipliant par le coefficient adéquat. Alors, voici un exemple. Soit la fonction définie sur l'intervalle ouvert, moins 2 plus l'infini, par f de x est égal à 1 sur 3x plus 6 au carré. Alors, si on veut faire la primitive de ça, on pense à une fonction de la forme u' sur u exposant n, où n vaudrait 2 et où u vaudrait 3x plus 6. Et on sait que la primitive de cette fonction-là, donc u' sur u carré, c'est moins 1 sur u. Ok? Donc pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut disposer de la fonction u carré et de sa dérivée. Or, si je dérive la fonction 3x plus 6, je vois apparaître un 3. Donc il faut que je l'indique, je fais apparaître ce 3, mais comme il n'y était pas au départ, je dois multiplier par un tiers pour que la fonction ne change pas. Donc on va avoir 1 tiers fois 3 sur 3x plus 6 au carré. Et ce morceau-ci sera donc intégralement égal à ça. D'accord? Donc c'est ce qu'on a là. Dans le cas contraire, on écrit la forme exacte qu'il faudrait. Donc ça, c'est la forme exacte qu'il faudrait pour la fonction. Et on rectifie en multipliant par le coefficient adéquat. On multiplie par un tiers parce que la fonction ne peut pas changer. Entre là et là, on doit avoir la même fonction. Donc si on remet la fonction sous cette forme-là pour pouvoir la voir sous la forme exacte, il ne faut pas oublier de rectifier en se disant que la forme de départ n'était pas la même, donc il faut qu'elle le soit. Donc une primitive de la fonction sur moins 2 plus l'infini est donc définie par grand F, qui est égal à, eh bien, le coefficient et multiplie le résultat, 1 tiers. Alors j'ai la fonction u' sur u carré, dont la réponse est moins 1 sur u, donc fois moins 1 sur 3x plus 6. Ok? Faites attention que dans le petit résultat là, il manque le signe moins. Autre exemple. Soit une fonction g définie sur 0 plus l'infini, intervalle ouvert, par g de x égale ln de x sur x. La fonction g est de la forme u' fois u, dont une primitive est un demi u carré. Alors il faut bien sûr le voir ça. Alors vous le voyez parce que si effectivement vous posez u est égal à ln de x, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Donc 1 sur x fois ln de x, c'est u' fois u, où u, d'accord, était égal à ln de x. Donc la primitive qui est égale à 1 demi fois u carré va donc être égale à 1 demi fois ln de x au carré. Ok? Donc là il manque le carré. Donc il y a deux fautes successives dans ces deux expressions. Là il manque un signe moins, là il manque un carré. Et grâce à ça, je vais pouvoir faire un calcul d'intégrale, c'est-à-dire que l'intégrale de 1 à e, maintenant je mets des bornes, de ln de x dx, ce sera donc ce 1 demi fois ln de x au carré, mais qui est pris entre 1 et e, c'est-à-dire que je vais remplacer l'argument d'abord par e, ça va faire ln carré de e, divisé par 2, moins, la même chose quand je remplace l'argument par 1, donc ln carré de 1 sur 2. Alors ln de 1, on le sait, ça fait 0, donc ce terme disparaît. Ln de e, ça fait 1, mis au carré, ça fait toujours 1, divisé par 2, ça fait donc 1 demi. Et j'ai réalisé là non seulement le calcul de la primitive, mais aussi je l'ai utilisé dans le calcul de l'intégrale où les bornes sont fixées. Voilà. Alors, les propriétés de l'intégrale maintenant en tant que telle, donc primitive et intégrale, c'est assez similaire comme notion. En fait, souvent on appelle
Une intégrale indéfinie, c'est une primitive. Une intégrale indéfinie, c'est une intégrale dont on n'a pas fixé les bornes. Et si on fixe les bornes, si on dit quelles sont les bornes de départ et d'arrivée, alors on aura ce qu'on appelle une intégrale définie. Et donc l'intégrale de a à a de f de x dx, c'est 0. D'accord? Parce que ça va être la valeur de la primitive pris entre a et a, donc ça va être f de a moins f de a. Et f de a moins f de a, c'est 0. Autre propriété, l'intégrale de a à b de f de x dx, ce sera moins l'intégrale de b à a de f de x dx. Alors là, je l'ai dit dans le sens inverse. Hein. Donc si je le dis dans le bon sens, ce sera l'intégrale de b à a de f de x dx, c'est égal à moins l'intégrale de a à b de f de x dx. On lit toujours de bas en haut. Relation de Chasles, c'est comme la relation avec les vecteurs. D'accord? On fait en sorte que la somme de deux vecteurs donne le vecteur résultant. Ici, c'est la somme de deux intégrales qui sont mises bout à bout qui donnent l'intégrale résultante. Donc l'intégrale de a à c de f de x dx, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de b à c de f de x dx. Donc on a un point intermédiaire où finit la première intégrale et où commence la seconde. Ça fait vraiment penser à la relation de Chasles pour les vecteurs. Linéarité maintenant, c'est une autre propriété de l'intégrale. Si je fais l'intégrale de a à b de a fois f de x plus b fois g de x dx, ce sera a fois l'intégrale de a à b de f de x dx plus b fois l'intégrale de a à b de g de x dx. Enfin, sur un intervalle fermé AB, si la fonction f de x est positive, alors l'intégrale de a à b de la fonction est positive également. Qui plus est, si la fonction f est plus grande que la fonction g, alors l'intégrale de a à b de f de x dx sera plus grand que l'intégrale de a à b de g de x dx. Ça se comprend par la signification de l'intégrale. C'est un calcul d'air quelque part. Si la fonction f est supérieure à la fonction g, ben l'air qu'il y aura pour un même intervalle entre la fonction f et l'axe des x sera plus grande que l'air qu'il y a entre la fonction g et l'axe des x. Ok? Enfin, on a ce qu'on appelle aussi l'inégalité de la moyenne et la valeur moyenne d'une fonction, qui peuvent être calculées grâce au calcul intégral. Donc l'inégalité de la moyenne, elle dit ceci, elle dit que si la fonction est comprise entre m, petit m et grand M, donc si la fonction est minorée et majorée, alors l'intégrale de a à b de f de x dx sera compris entre petit m fois b moins a et grand M fois b moins a. C'est-à-dire que l'aire qui a sous la courbe, ou qui a entre la courbe f de x, l'axe des x et a et b, est comprise entre le petit rectangle et le grand rectangle, où le petit rectangle ici a une hauteur qui est celle du minorant de la fonction, et où le grand rectangle a une hauteur qui est celle du majorant de cette fonction. Alors, pour calculer une valeur moyenne d'une fonction, là c'est très intéressant aussi, si la fonction est continue sur l'intervalle AB, la valeur moyenne mu de la fonction sur cet intervalle est égale à, alors la valeur moyenne est égale à 1 sur b moins 1, donc c'est 1 sur la longueur de l'intervalle, fois l'intégrale de a à b de f de x dx. C'est-à-dire que vous faites l'aire qu'il y a sous la fonction, et vous divisez par la longueur, d'accord, de l'intervalle sur lequel l'intégration est faite. Et ça vous donne la valeur moyenne. Voilà. Donc avec ça, vous avez tous les rappels sur les primitives. Vous êtes prêt à effectuer le quiz normalement, et puis à passer aux méthodes des exercices. J'espère que tout s'est bien passé, vous avez bien tout noté et compris. S'il y a des problèmes de compréhension, allez bien revoir ce qu'il en est dans vos notes ou posez-moi des questions. Il est essentiel de bien comprendre tout ça. Et puis, ça vous permettra d'aller de façon sereine aux exercices. À très bientôt, au revoir.